Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché du jeudi 26 avril 2018. Aujourd'hui, Mario Draghi et la BCE qui sont attendus en début d'après-midi pour leur décision sur la politique monétaire. Alors bien évidemment, il n'y aura pas de hausse des taux. Euh, Loin de là, d'ailleurs, il pourrait y avoir un ton plus prudent que ce qu'on a connu lors des dernières réunions. Euh, on va en parler dans un petit instant. Avant toute chose, je vais saluer la salle de trading et vous laisser prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Raymond, que je sais également. Phil, Luc, Ramsey, bien le bonjour à vous. Sébastien, Benjamin, Didier, Loïc, voilà. Bien le bonjour à vous tous. Merci pour ces confirmations. Catherine, Edgy, Dylan, voilà. Bien le bonjour à tous. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IGF fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, dernier jour aujourd'hui pour la deuxième enquête de ce webinaire qui rentre un peu plus dans les détails, surtout au niveau de la structure. Donc vous la verrez. Vous verrez cette enquête à la fin de ce webinaire quand il touchera à sa fin. Normalement, il devrait avoir une fenêtre qui s'ouvre avec voilà un petit sondage qui prend à peine à peine une minute à répondre. Et donc voilà, c'est le dernier jour pour faire connaître votre opinion. Ça m'aidera pour pour améliorer justement l'organisation, la qualité d'une manière générale de ce point de marché. Voilà, donc ça c'est fait. On va commencer par le briefing d'actualité. La vente des trésors américains s'est poursuivie mercredi. On a le coupon à 10 ans qui n'a pas réussi à trouver acheteur, malgré un rendement à 3%, qui est quand même une résistance psychologique. Le dollar a à nouveau bondi, atteignant ses sommets les plus élevés depuis 3 mois. Les indices américains ont ouvert dans le rouge, puis sont redressés. Donc ouverture dans le rouge sur fond d'inquiétude des conséquences de la hausse des rendements obligataires américains et des récents résultats d'entreprises américaines plutôt décevants. Alors quand je dis récents, c'est plutôt ceux d'hier. Voilà. Sinon, nous avons une hausse inattendue des stocks de pétrole brut aux États-Unis, 2,17 millions de barils en plus, ce qui a fait progresser les cours légèrement, mais qui ont rapidement retracé. Sinon, on a eu les cryptos qui ont arrêté leur rallye haussier, étant donné qu'il y a eu l'annonce d'un bug dans quelques tokens de la blockchain Ethereum. Et enfin, donc ça c'est plutôt ce qu'on attend aujourd'hui. Pourquoi les investisseurs seront prudents et pourquoi on attend Mario Draghi plutôt prudent aujourd'hui? Bien tout simplement parce que finalement ce premier trimestre 2018 n'a pas été brillant pour la zone euro. On a eu la baisse de la confiance des consommateurs, la chute de la production industrielle. On a eu pas mal d'indicateurs macroéconomiques qui ont baissé ou au mieux chuté. Voilà, on le voit avec les PMI, même s'ils restent quand même globalement très élevés. Les PMI flash qu'on a vu lundi, qui ont été publiés lundi, eh bien, ils sont en baisse par rapport au quatrième trimestre de l'année 2017. Voilà, donc le marché attend Mario Draghi plutôt prudent lors de cette réunion, de ce discours. Et je vous rappelle que les nouvelles projections macroéconomiques sont attendues lors de la réunion du mois de juin. Donc il n'y aura pas de nouvelles projections macro au mois d'avril. Donc à mon avis, le changement de la politique, vous savez, le changement de la communication de la politique monétaire de la BCE, eh bien, devrait être reporté au mois de juin. Voilà, au minimum, dans le meilleur des cas. Y a-t-il un live spécial BCE? Si oui, à partir de quelle heure? Alors oui, il y a un live spécial BCE que vous pourrez suivre avec notre ami Yoav Nizar. Alors, pour cela, on va sur le site DailyFX et donc formation, séminaire en ligne et donc jeudi. Ouais, donc stratégie bourse 13h30 et 14h15 spécial BCE. Voilà pour les webinaires. Alors séance américaine, asiatique, donc européenne, américaine pardon, qui s'est reprise en deuxième période de la séance hier. On a eu une ouverture dans le rouge comme je vous l'ai dit, mais finalement on a une clôture plutôt dans le vert. Dow Jones, S&P clôture dans le vert, Nasdaq en léger repli.
Le Dixie qui progresse de 0,54%, donc vraiment un bond du dollar hier. Le rendement du 10 ans qui prend un point de base et qui gagne encore petit peu plus de terrain, 3,02%. Ce matin, on a le yen qui est à l'équilibre, le gold qui progresse et des indices asiatiques plutôt mitigés. Voilà, Nikkei plus 0,45, Hang Seng moins 1,34. On a néanmoins la baisse de l'euro. L'euro qui était sous pression hier, qui a clôturé sous l'1,22, donc clairement un signal baissier sur l'euro face au dollar. Eh bien cette baisse de l'euro permet même aux indices européens depuis la semaine dernière de surperformer Wall Street. Si vous regardez la force relative qu'on va voir dans un petit instant, eh bien la courbe est haussière. Voilà. Au niveau macro, donc confiance des consommateurs en légère baisse comme attendu par le consensus pour le mois de mai. La décision des taux et toutes les statistiques de la BCE qui tomberont à 13h45. 14h30, c'est le plus important, c'est le discours de Mario Draghi. Et ensuite, nous aurons la balance commerciale des biens américains, stocks de grossistes qui seront également importants, les commandes de biens durables, bref, des statistiques sur les stocks et les commandes. Voilà, donc on regarde tout de suite la force relative Eurostock 50 Dow Jones. Alors, le ticker Dow Jones sur TradingView, ça doit être DJI. Ouais, donc vous pouvez voir que depuis le début du mois d'avril, concrètement, on a une courbe qui est haussière. Alors, certes, ça ne fait pas abstrait de la tendance de fond qui est clairement baissière et qu'on a une super performance de Wall Street depuis la crise des subprimes. Les États-Unis se sont beaucoup plus rapidement remis d'un point de vue en tout cas des marchés financiers de cette crise plutôt que nous, plutôt que la zone euro. La zone euro, elle s'est vraiment reprise, elle a comblé, elle a dépassé les sommets d'avant crise, l'année dernière, alors que Wall Street l'avait fait en 2011 ou 2012, me semble-t-il. Voilà, donc on a une super performance de Wall Street dans le fond, mais on peut voir que à court terme, on a l'Eurostoxx, les valeurs européennes qui surperforment les indices, les valeurs américaines. Voilà, oui, sur Finviz, alors, on me dit que l'euro est en hausse ce matin. Alors oui, l'euro est en hausse ce matin. L'euro est en hausse ce matin, mais ça n'empêche pas que depuis la semaine dernière, l'euro perd du terrain face au dollar. Donc oui, l'euro, vous voyez que c'est la devise qui surperforme ce matin. L'euro est payé, et même surperforme toutes les devises avant la BCE. Vous voyez, plus 0,10% l'euro, et toutes les autres devises sont inférieures. Et on a une sous-performance du NZD. Mais bon, on verra ça dans un petit instant. Donc je vais venir au cas de l'euro. On fait un tour des indices et ensuite on se focalise sur les paires en euros. Voilà. Donc le yen qui rebondit légèrement depuis l'ouverture du marché, depuis l'ouverture de la séance européenne. Le NZD qui continue à sous-performer le marché. Vous voyez que j'ai écrit un article hier, je pense qu'il pourrait vous intéresser si vous vous intéressez au dollar néerlandais. Mais là, ça fait, comme vous pouvez constater, 8 séances consécutives de baisse avec des mèches encore toujours quasi inexistantes, pardon. Donc, tant que les mèches sont quasi inexistantes, ça témoigne d'un momentum puissant. Voilà. Donc, quand on a des grands chandeliers avec des grands corps et des petites mèches, c'est un momentum important. Voilà, donc momentum baissier important, cassure sortie par le bas du range. On a un petit support, vous pouvez voir, qui est en train d'être testé ce matin. C'est le plus bas de février, c'est le plus bas de l'année, tout simplement. S'il est dépassé, ce sera un sentiment baissier, concrètement jusqu'au plus bas de 2017. La UD est à équilibre, il a du mal à progresser, on n'a pas vraiment d'avancée, même si on a des perspectives qui s'améliorent, on n'a rien, au niveau des perspectives au niveau des relations commerciales États-Unis-Chine qui s'améliorent, on n'a pas encore de concret et il semblerait que l'absence de concret ne permet pas empêche le dollar australien de progresser. L'euro donc est en hausse après une journée de baisse, donc en fait c'est simplement un repli, une correction de la baisse d'hier qu'on a ce matin. Le pound est à l'équilibre, le franc suisse également, le dollar
le marché prend des bénéfices après plusieurs journées de hausse et de surperformance du FX. Le CAD progresse également, mais on peut voir qu'il est toujours sous résistance. Donc concrètement, la seule devise la plus en tendance pour le moment, c'est le NZD qui est baissière. Et sinon, c'est le dollar. Voilà, le dollar, c'est celle qui a à court terme la tendance la plus engagée. L'euro également, mais l'euro il est sous résistance. Vous voyez, l'euro teste ses sommets. L'euro teste ses sommets et bien qu'il soit haussier, il sous-performe le dollar. Si vous regardez l'euro-dollar, depuis jeudi 19 avril, depuis une semaine, l'euro perd du terrain. Et là, on a le signal baissier, étant donné que le cours a clôturé hier en dessous des 1,22, qui est la base du range dans lequel il évolue depuis le début de l'année, et en dessous de sa moyenne mobile à 100 séances. Pour la première fois, vous voyez, depuis cette seconde impulsion. La première impulsion, la phase de respiration, la deuxième. Voilà, donc ce signal baissier me laisse à penser que l'euro pourrait revenir chercher sa moyenne mobile à 200 séances, qui serait une première depuis le bull market de l'euro qui a débarré en 2017. Donc voilà, moi je suis plutôt baissier au vu de ces signaux techniques sur l'euro. Maintenant, ça me semble risqué de se positionner avant la BCE. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous voulez vous positionner à la vente sur l'euro avant la BCE, même si le marché attend, comment dire, une prudence de la part de la BCE lors de cette réunion. Donc c'est à vous de voir, mais en tout cas techniquement, on a des signaux baissiers sur l'euro-dollar. Même si on a le petit rebond ce matin, vous voyez que c'est rien d'important. Alors, Didier qui me dit, j'ai juste une idée pour avoir des super lives, ça serait de faire les lives, les lives, les lives spéciaux à deux. Alors oui, c'est une bonne idée. Nous avons réfléchi. Euh, Écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, pour tous les auditeurs, à nous le faire savoir si vous voulez qu'on fasse des webinaires spéciaux en binôme. Voilà, n'hésitez pas. Comme ça, on pourra savoir si eh bien si ça vaut le coup de le faire. Parce que si ça ne vous intéresse pas, qu'on le fasse à deux, autant que l'un d'entre nous utilise son temps à bon escient. Donc voilà, l'euro-dollar, en clair, signal baissier signalé hier soir à la clôture, donc signal baissier jusqu'à 1,20, jusqu'à cette moyenne mobile à 200 séances. Continue sur les paires majeures, le GBP qui consolide toujours entre 1,3930 et 1,40. L'USD Yen en direction des 110. Je vous rappelle que cette nuit, nous aurons la BOJ, enfin cette nuit plutôt tôt, demain matin, nous aurons la BOJ avec les nouvelles projections macroéconomiques qui seront publiées. Donc, il se pourrait que le yen soit accentue ses pertes demain, ou soit, eh bien, écoutez, qu'il rebondisse. Donc voilà, les ventes du yen a, je dirais plutôt diminué pour le moment, d'autant plus que si vous regardez le yen index, il consolide. Hein. Il consolide à court terme, il n'y a que le NZD qui a clairement une tendance baissière sur du court terme. Voilà, donc s'il y a une devise à vendre en ce moment, c'est le dollar néerlandais. D'ailleurs, le dollar néerlandais, il se vend jusqu'à 0,70 face au dollar US. D'autres devises qui peuvent s'acheter, je pense, c'est le GBP. Voilà, le GBP, certes, il n'est pas encore revenu, ce GBP index, en bas du canal. Le RSI est encore assez élevé. Voilà. Finalement, le RSI a rebondi, donc un retour à 1,5640, plus bas de la semaine dernière, serait probablement une opportunité pour passer à l'achat. Je vois certains qui vont dire oui, mais il y a une épaule, tête, épaule. Oui, c'est vrai. Mais tant que la ligne de coup, tant que ce support à 1,56 n'est pas dépassé, eh bien, l'épaule, tête, épaule n'est pas, comment dire, n'est pas utilisable. Ne peut pas être utilisable d'un point de vue de trading. Voilà, donc s'il revient à 56,40, vous voyez, vers les plus bas de la semaine dernière et qu'il rebondit sur ce niveau de prix, ça sera un point d'entrée intéressant pour se positionner sur le GBP. GBP,
Voilà. Et sinon, donc je reviens, pardon, au dollar néerlandais, donc qui est en baisse. On peut le vendre face au dollar US. Ou alors après, ça me semble compliqué parce que le CAD est sous résistance. Le CHF, on va pas acheter le CHF. Hein. Le GBP, il n'est pas sur support. L'euro, il est sous résistance. L'AUD, on n'a pas ce momentum haussier, mais on est déjà de toute façon à l'achat sur l'AUD NZD. Hein. Et le yen est sur support, il consolide. Voilà, donc on n'a pas encore, à part le dollar US, je vois pas quelle devise on peut acheter ce matin. Alors Phil qui nous dit à deux avec qui? Alors bah écoutez, a priori Yoav Nizar et moi-même, hein, des webinaires, un webinaire spécial Yoav Nizar et moi-même. Alors ce sera pas pour aujourd'hui, hein, probablement pas. Mais voilà, pour les prochaines fois, pourquoi pas. Si ça vous intéresse. Voilà. Alors bonjour à vous Jean-Yves, Didier qui nous dit vous parlez d'un retour du CAC à 5300, le discours de la BCE peut-il accélérer ce mouvement? Oui, il peut accélérer ce mouvement si le marché, comment dire, est content et satisfait du discours de Mario Draghi. Dans ce cas-là, le marché va payer l'euro, il va payer l'euro et donc ça fera pression sur les indices européens. Dans le cas contraire, si le marché est déçu, voilà, si le marché est déçu, eh bien, on aura un euro pardon qui sera baissier, ce qui devrait mécaniquement soutenir les indices de la zone euro. Alors, faut distinguer marché déçu et Mario Draghi attendu inquiet. D'accord? C'est quand même un petit peu des anticipations. Le marché s'attend à des inquiétudes de la part de Mario Draghi. S'il s'attend, ça veut dire qu'il a déjà intégré au prix ce scénario-là. Donc après, tout dépend du degré d'inquiétude que ressent le marché. Mais si les inquiétudes sont dans la lignée de ce qui était attendu, donc c'est difficile à juger, hein, c'est vraiment un sentiment. Donc si le marché finalement n'est pas plus inquiet, enfin n'a pas de mauvaise surprise de la part de Mario Draghi, on n'aura pas de baisse de l'euro. Voilà, c'est pas parce que Mario Draghi est attendu inquiet qu'il y aura forcément une baisse de l'euro. Si finalement il est moins inquiet que ce que pensaient les investisseurs, eh bien ce sera une bonne surprise. Alors j'ai des questions sur l'euro CHF, l'USD CHF, etc., etc. Alors qui est tradable? Qui est tradable? Thibaut. Voilà, oui, exactement Thibaut qui est tradable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci, vous complétez mes phrases, ça me fait plaisir. Alors donc l'USD CHF, probable hausse jusqu'à la parité. Maintenant, il faut bien être conscient que ce matin on a le dollar, vous voyez, qui est à l'équilibre, moins 0,04%, après ce qui est plutôt normal, on a une nette hausse hier, donc le marché prend une partie des bénéfices, il progresse doucement, même si le rendement est au-dessus de 3%, c'est pas non plus un catalyseur pour un bull market du dollar. Hein. Et l'euro CHF, c'est pareil. L'euro CHF, il progresse. Maintenant, vous voyez qu'il consolide sous le taux plancher, sous l'ancien taux plancher, pardon, de la BNS. Donc, ça y est, mission accomplie pour la Banque nationale suisse. Donc, le franc suisse à son plus bas depuis mars 2015, hein, si on regarde le franc suisse index. Enfin, la semaine dernière, pardon. Moi, ce que je m'attends, c'est que le franc suisse rebondisse un petit peu au moins. Regardez la tendance de long terme. Tendance de long terme, c'est clairement une consolidation depuis que la BNS a abandonné son taux plancher. Vous voyez que on a un support, on a cette zone-là. Alors je ne dis pas que voilà, c'est un seuil de prix qui est 100% viable, tradable, voilà. Parce que voilà, on connaît la BNS. Hein. BNS est peut-être la banque centrale qui est la plus, comment dire, la moins anticipable. Donc voilà, on ne sait jamais. Mais donc ce support quand même d'un point de vue technique, il a l'air quand même assez solide. Donc je pense que le franc suisse peut dépasser ce niveau de support. Maintenant, je m'attends quand même à une respiration parce qu'on a eu un puissant momentum baissier. On a ce rebond, on a cette oblique baissière, on a cette moyenne mobile à 20 jours qui coïncident tous les deux ensemble. Donc si on a une cassure
de ces deux de cette oblique et de cette moyenne mobile, pardon, eh bien on aura un signal haussier jusqu'à à peu près ce niveau de prix. Je m'attendrai à ce que le franc suisse rebondisse, ouais, jusqu'à cette zone. Ce qui veut dire que l'USD sera sous pression et l'euro CHF baissera, l'USD CHF baissera également, à part si l'euro et le dollar surperforment le franc suisse. On a déjà d'ailleurs un signal haussier qui est donné par le RSI, regardez cette oblique. Voilà. Alors ça marche pas du tout là, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc on a cette oblique baissière de momentum qui a été dépassée, vous voyez, donc lundi. Lundi, voilà, c'est bien lundi qui a été dépassé. Donc on a eu un premier signal haussier sur le momentum. Maintenant, je pense qu'il faut attendre un prix qui converge. Et pour le moment, vous voyez que le franc suisse consolide après avoir rebondi en fin de semaine dernière. Donc voilà. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est que si le franc suisse index dépasse cette oblique et cette moyenne mobile, ce sera quand même deux puissants signaux bullish qui suggéreraient un retracement, un léger rebond du franc suisse. Donc voilà, moi l'euro s'achève. Personnellement, je pense qu'on peut attendre un retour à 1,1833 pour repayer l'euro CHF. Donc j'ai beaucoup de retours sur les webinaires en binôme, donc je vais lire ça à la fin du webinaire, hein. Je pense que ça ne sert pas à grand chose que je lise tous les commentaires. USD-CHF en H4-H1, Carbizo en D1, il y a un risque bientôt de retournement ou correction, merci Catherine. Alors, USD-CHF, donc biseau, moi je ne vois pas le biseau, je vois une accélération du momentum plutôt, regardez, on regarde les points bas, les points hauts, donc on a un biseau, oui, là on a eu un biseau qui a été cassé à la hausse, alors que normalement un biseau euh, bullish, ça donne un signal baissier. Voilà, un biseau, c'est une figure de retournement, c'est pas une figure de continuation. Donc, on peut pas dire que c'est un pivot, un biseau, pardon. Donc là, on a une oblique par contre qui est à surveiller, Si on a un retour à cette oblique, eh bien, pourquoi pas passer long sur l'USD-CHF. Euh, et, euh, et voilà, concrètement, on a également une oblique de momentum. On a une oblique de momentum, donc également, pourquoi pas passer long si on a le RSI qui revient à cette oblique. Maintenant, il faut être conscient que quand même le RSI est dans une zone de surachat, et donc il ne pourra pas indéfiniment rebondir sur celle-ci. Plus il va tendre vers 100, plus il y a de chances qu'il baisse. La UDNZD, donc notre stratégie se poursuit un petit à petit. J'aurais aimé qu'il y ait un momentum un peu plus important, ce qui est plutôt normal, mais voilà, honnêtement, je m'attendais à un momentum beaucoup plus important. C'est pas que j'aurais aimé, mais vraiment je m'attendais à ce que les 1,08 soient rejoints assez rapidement. Ça prend un peu plus de temps que prévu. Maintenant, on est dans la bonne direction. Nous n'allons pas nous voilà, faire la fine bouche. Normalement, le stop est au moins au point d'entrée, au break-even. Donc, pas de possibilité de perte sur ce trade, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà. J'ai une question encore sur le SDCHF. Alors, est-ce que le SDCHF va atteindre la parité? Alors, comme je vous l'ai dit hier, si vous m'aviez posé cette question il y a 2 mois, et je sais qu'il y a des auditeurs qui m'avaient posé cette question, j'aurais dit non, parce que voilà, le dollar j'étais clairement baissier, le franc suisse également, mais voilà, je m'attendais pas à ce que le franc suisse, à ce que le dollar surperforme le franc. Donc voilà, si vous m'aviez posé cette question il y a 2 mois, j'aurais dit non. Aujourd'hui, ça me semble possible, étant donné que le franc suisse quand même, c'est déjà d'un point de vue politique monétaire, c'est la BNS est la plus accommodante. Je vous invite à lire, même plus accommodante que la BOJ, hein. Je vous invite à lire mon dernier article. Attends, c'est mon dernier article, franc-suisse. Non, c'est mon avant-dernier article franc-suisse qui est à regarder.
Voilà. Regardez ce graphique, c'est le bilan des banques centrales par rapport au PIB des pays en question. Donc ici, en bleu, vous avez le bilan de la Fed, donc tous les actifs détenus par la Fed dans le cadre du quantitative easing et d'autres cadres. Donc tous les actifs détenus par la Fed par rapport au PIB US. Donc la Fed détient 22% du PIB US, l'équivalent de 22% du PIB US. La BCE 41%, la BOJ 95%, la BNS 121%, 121% du PIB suisse. Voilà. Donc en proportion, la BNS est la plus accommodante. La politique monétaire est attendue inchangée jusqu'à au moins 2020. Même les dernières projections de la BNS, eh bien, projettent une inflation inférieure à l'objectif. C'est-à-dire qu'en 2020, l'inflation de la Suisse est attendue en dessous des 2%. Donc, au final, on ne voit pas vraiment le bout du tunnel. Le marché n'arrive pas à anticiper quand est-ce que la BNS pourrait commencer à durcir sa politique monétaire. Donc voilà, d'un point de vue fondamental, déjà, le franc suisse, c'est pas une devise à payer. Euh, et d'un point de vue technique, bon là il est sur support, donc c'est pour ça que ça me semble compliqué de le vendre. C'est pour ça que j'aimerais également voir un retour vers cette zone de prix. Mais donc voilà, maintenant, je pense que le franc suisse c'est une devise, on va dire, entre guillemets, sûre à shorter face à des devises haussières de moyen long terme. Donc le dollar, même si voilà, j'ai pas une conviction très haussière sur celui-ci, j'estime que dans le fond, il va surperformer le franc suisse. Donc ça ne m'étonnerait pas si d'ici quelques semaines, quelques mois, l'USD-CHF revient à la parité. Revient à la parité, pardon. L'euro-yen. Alors l'euro-yen, on me demande. Alors l'euro-yen est sorti de cette zone de consolidation entre la moyenne mobile à 200 et 100 séances, la moyenne mobile en noir et en rouge bordeaux que vous pouvez constater sur le graphique. Euh, donc sorti par le haut entre guillemets de cette zone de consolidation. On a un petit repli, donc avec l'euro sous-performe à court terme. L'euro, le yen, c'est deux devises qui ne m'intéressent pas réellement à court terme. On refait l'analyse des indices, mais regardez le yen. Le yen est baissier et consolide sur un support. L'euro est haussier, mais est dorénavant sous résistance. Donc que faire? Est-ce qu'on achète l'euro sous résistance et le yen sur support? Ouais que l'analyse des indices n'est pas en faveur d'un achat euro-yen, même si finalement la tendance depuis le début de l'année, depuis un mois glissant, on va dire, c'est hausse de l'euro et baisse du yen. Vous voyez que l'euro est en hausse, le yen est en baisse. Mais à court terme, le yen est sur support, l'euro sous résistance. Donc ça me semble compliqué d'acheter l'euro ou de vendre le yen. Ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc l'euro yen, pour moi, y a rien à faire. Pour le moment. Disons qu'après la BCE, après cet après-midi, après Mario Draghi, le marché peut tout aussi bien rapatrier l'euro yen à 132, comme il pourrait le projeter jusqu'à 134. Donc, ouais, c'est pas que je veux pas, Carole, mais honnêtement, je n'ai pas d'avis sur l'euro yen. C'est pas une devise, c'est pas une paire qui m'intéresse. Voilà, vraiment, les devises qui m'intéressent en ce moment, c'est l'achat dollar et la vente du dollar néo-zélandais. Ensuite, toutes les autres devises sont soit sous résistance, soit sur support. Enfin, en tout cas, sont à contre-tendance de leur précédente impulsion. Pardon. Voilà. Donc, je refais un petit tour. L'AUD, on n'a pas le momentum haussier. L'euro sous résistance. Le GBP est pas vraiment sous support. Le franc suisse sur support. Donc, est-ce que acheter du franc suisse, ça me semble quand même assez risqué, mais bon. C'est pour ça qu'il faut des signaux bullish, que prix casse cette oblique et cette moyenne mobile pour passer long. Et le CAD, c'est pareil. Le CAD est sous résistance. Voilà, donc ça me semble compliqué d'acheter le CAD ou le franc suisse ou l'euro ou le GBP ou même l'AUD. Le GBP-NZD nous dit Jean-Yves. Alors pareil, GBP-NZD, ça me semble voilà assez
suis un peu divisé là-dessus. J'aimerais bien. Bon, de toute façon, il est assez haut dorénavant. On a eu le signal haussier qui a été donné mardi. Donc, signal haussier direction 1,9840. Il faut savoir que le GBP, ça reste la devise qui est la plus haussière depuis le début de l'année. Donc, le GBP, la livre sterling se paye sur le fond. Vous voyez, la livre se paye. Maintenant, il ne faut pas payer la livre à n'importe quel prix. Il ne faut pas y payer la livre à n'importe quel prix. Et encore une fois, le GBP Index n'est ni sur support, mais est proche d'une résistance. Vous voyez qu'il a mi-distance entre ses plus hauts annuels, qui ont été inscrits il y a de ça 2 semaines, et un support. Donc, disons, on est un petit peu au milieu de nulle part. Donc, il y a autant de chances que la livre baisse ou qu'elle progresse ces prochaines séances. Par contre, on a le dollar néo-zélandais. Le dollar néo-zélandais est en baisse, ce qui fait mécaniquement remonter le prix de la livre. Donc, je dirais que de toute façon, le GBP-NZD, à court, moyen ou long terme, atteindra les deux. Voilà, ça devrait être atteint, je dirais, d'ici quelques semaines. Par contre, en termes de trading, point de vue ratio risque-rendement, j'ai du mal à trouver un ratio intéressant à ce niveau de prix. Le bas du canal me semble assez loin, et je ne sais pas quand est-ce qu'il va être atteint, et à mon avis, pas d'ici les prochaines semaines. Donc on a une oblique haussière intermédiaire, vous voyez, et ces 3 points de contact, presque 4, vous voyez. Donc si on a un retour à cette oblique, pourquoi pas payer la livre face au dollar néo-zélandais. Mais pour le moment, à ce niveau de prix, voilà, je vois pas comment avoir un ratio risque-rendement positif et viser 2. Pour le GPP, n'y a-t-il pas un risque d'intervention sur les marchés de la BOE pour corriger le tir? Alors, donc sous-entendu que la BOE pourrait être un peu plus prudente, accommodante, et donc impact négatif sur la livre. Alors, il n'y a pas vraiment d'intérêt derrière cela. Certes, la croissance est très faible. Enfin, très faible. Oui, par rapport au Royaume-Uni, elle est assez faible. Le rythme de croisière de la croissance économique au Royaume-Uni, c'est l'ordre de 2,3% sur les 40 dernières années, quelque chose comme cela. Donc c'est quand même particulièrement, c'est une belle croissance comparée aux autres pays développés. Maintenant, on a une inflation quand même qui, à terme, qui depuis le vote du Brexit, impacte le pouvoir d'achat, et donc la consommation, et donc la production, et donc la croissance. Donc voilà, c'est toujours de toute façon un ratio entre inflation et croissance qu'il faut savoir gérer, et de toute façon il n'y a pas de gestion parfaite, c'est pas possible. Mais donc si la BOE est trop, dégrade la livre sterling, eh bien on aura une hausse de l'inflation. Nous aurons une hausse de l'inflation, et l'inflation est déjà assez élevée. Donc qui dit hausse de l'inflation dit plus de chances d'une hausse des taux. Ou alors si elle ne monte pas ses taux alors que l'inflation est très élevée, eh bien c'est une croissance qui va être encore plus affaiblie. Donc là, étant donné que l'inflation est quand même toujours au-dessus de 2%, il y a des chances que la BOE augmente ses taux. Alors peut-être pas le 10 mai. Là, quand même, la probabilité, il faut savoir qu'elle a chuté de 80% à 58% en l'espace de ces 3 dernières semaines, pour la probabilité d'une hausse des taux le 10 mai. Mais voilà, d'ici les prochains mois, c'est possible. Donc non, il n'y a pas réellement de but pour un moment que la BOE dégrade la livre sterling. Maintenant, si on change de contexte, on garde le même taux de croissance au Royaume-Uni, mais par contre que l'inflation est à 1,5%, alors là, oui. Là, honnêtement, la BOE, Marc Carnet, pourra garder un ton prudent. Parce qu'au pire des cas, ça va remonter l'inflation à 2%, donc ce qui n'est pas trop important, 2%. Ça fait baisser la livre, et donc ça booste également la croissance. Voilà, donc tout en fait dépend de l'inflation à court terme. Tant que l'inflation est au-dessus de 2%, la BOE n'a pas intérêt à être
trop prudente. Par contre, si l'inflation glisse sous 2%, dans ce cas-là, c'est possible. Je passe aux indices. Excusez-moi, j'ai pris un petit peu de temps sur le FX ce matin. Donc le CAC qui évolue toujours au-dessus de ses sommets de février. On a les 5400 qui semblent pouvoir se payer. En tout cas, c'était la stratégie de la veille hier et de vendre le plus haut de la journée précédente, donc qui était plutôt une bonne stratégie hier. Aujourd'hui, je pense que ça va être le même cas. Bien évidemment, on a la VCE qui va influencer plus ou moins le CAC. Ça va dépendre le ton qu'adopte Mario Draghi et si ça surprend positivement ou négativement le marché. Donc si on a une baisse de l'euro, ça devrait soutenir le CAC. Alors je ne dis pas qu'il y aura un bull market, mais je dis simplement que ça va le soutenir, ça va limiter les pertes. Et dans le cas contraire, ça va les accentuer. Donc voilà, 5004 peut se payer en intraday. 5375, c'est le support à court terme. Ouais, c'était le plus haut de février, donc on aura probablement le pullback. On l'a déjà eu, hein, plus ou moins hier et avant-hier. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on peut attendre un retour à 5300. Vous voyez, on a une divergence baissière sur le RSI. Le RSI qui pourrait franchir 50 et donc passer en territoire bearish. Et bien le cours ensuite pourrait revenir vers les 5300, 5330. Voilà. En tout cas, s'il revient à cette zone de prix, ça me semblerait intéressant de l'acheter. Le DAX par contre, on n'a toujours pas ce signal haussier qui coïncide avec celui du CAC, c'est-à-dire que le DAX n'a pas dépassé son sommet de février, à l'inverse du CAC 40. Donc le DAX, certes, il rebondit à 12 400, qui est, encore une fois, comme je l'ai dit depuis plusieurs journées, un niveau de support assez intéressant à court terme. Donc plus que le RSI, regardez, arrive proche d'une zone de support, qui est non seulement les 50 du RSI, mais également l'oblique haussière. Donc il se pourrait que le RSI rebondisse, le RSI journalier rebondisse, et que ça provoque du coup une impulsion haussière sur le prix. En tout cas, la première résistance en intraday, c'est les 12 500. On n'a pas réellement de catalyseur qui justifierait une hausse, à part si encore une fois on a une baisse de l'euro, ce qui pourrait faire grimper le cours des indices. Mais pour le moment, regardez, pétrole qui se maintient ses plus hauts, mais on n'a pas une hausse en intraday. Donc voilà, et l'euro-dollar qui est pour le moment neutre. Donc on n'a pas réellement de catalyseur ce matin qui justifierait une hausse. Voilà, mais en tout cas en intraday 12 500 la résistance, en swing la résistance est à 12 611. Didier qui demande, alors je suis toujours posé une question sur les grandes banques centrales, est-ce qu'elles travaillent ensemble par rapport à l'intervention de l'une d'entre elles, comme une remontée des taux par exemple, où chacune tire dans son coin sans s'occuper des ces autres banques centrales. Alors, on a un forum qui s'appelle Jackson Hole, qui a lieu tous les ans au mois d'août, qui réunit les banquiers centraux. Donc, à mon avis, oui, ils se tiennent au courant et ils avancent ensemble. Maintenant, je pense que chacun quand même défend ses propres intérêts. Voilà. Donc il y a les intérêts avant tout, il y a les intérêts régionaux, mais étant donné que les marchés financiers sont de plus en plus connectés et que la finance est de plus en plus globale, mondiale, une banque centrale ne peut pas rester dans son coin. En tout cas, une banque centrale majeure ne peut pas rester dans son coin au risque de provoquer des déstabilisations sur le marché monétaire mondial. Voilà, donc je ne dirais pas qu'ils sont là en cachette à voilà faire leur propre faire un plan pour toutes les banques centrales, vous voyez, mais ça me semble concrètement oui évident qu'ils se tiennent au courant et voilà qu'ils sont tous au courant de ce qui se passe. Voilà donc pour les indices européens. Concrètement, aujourd'hui, ça va beaucoup dépendre du discours de Mario Draghi et de la tendance du pétrole, parce qu'on voit qu'il suffit de peu pour que le pétrole progresse. Hein. On a des hier stock de pétrole qui baisse, un déstockage inattendu, hausse des cours. Il y en a certains qui disent que parce que Emmanuel Macron a dit que
a annoncé aux médias américains que Donald Trump allait se retirer de l'accord de l'Iran, enfin en tout cas qu'il y avait de fortes chances, eh bien le marché accentue ses positions acheteuses sur le pétrole. Donc il suffit de peu, c'est le sentiment que j'ai, pour que le marché paye le pétrole. Donc voilà, le marché reste encore très sensible. Donc c'est compliqué d'estimer la tendance à court terme du pétrole. En tout cas, tant que les cours se situent sous leur résistance, donc 70 $ le brut et 75 $ le Brent, je resterai baissier, voire neutre dans le meilleur des cas. En tout cas, je ne suis plus bullish. Je ne suis plus bullish, en tout cas dans le fond, je le suis, mais pas à ce niveau de prix. Je pense pas que c'est un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. J'attends plutôt un retour à 70 sur le Brent et 65 sur le brut pour passer long. L'or 1320, objectif atteint, objectif qui avait été annoncé dans mon article la semaine dernière. Voilà, depuis les plus hauts à 1350. Encore une fois, on est dans un range trading sur le gold. Il faut garder cela à l'esprit. Donc en bas du range, plutôt privilégier les positions acheteuses et en haut, les positions short. Voilà, donc actuellement, que faire? Il y a un support, il y a une moyenne mobile, oui, mais au vu de la tendance du DXY, au vu de la tendance des taux américains, je pense qu'on peut s'attendre à une baisse un peu plus prononcée du gold, c'est-à-dire une baisse jusqu'à 1310, voire même 1300. Voilà, donc personnellement, je ne paierai pas les 1320 $ tant qu'on n'a pas en tout cas de repli du DXY. Je vous rappelle que ma perspective est haussière sur le DXY jusqu'à ce gap haussier, enfin ce gap baissier, pardon. Ce gap baissier qui a eu lieu entre le jeudi 11 et vendredi 12 janvier et qui devrait coïncider avec la moyenne mobile à 200 séances. Donc là, on a une très forte zone de résistance. Et je pense que le DXY va rejoindre cette zone. Donc s'il rejoint cette zone, il y a des chances que le gold recule. Que le gold recule jusqu'à 1310. Donc voilà, je suis encore baissier sur le cours de l'or. Même si mon objectif était 1320 $, je pense que dorénavant, on peut le prolonger jusqu'à 1310. Et voilà, écoutez, pour ce point de marché. Ah, j'avais posé une question plutôt de la part de François. Alors, excusez-moi, François. Commande de biens durables corps mensuel prévision 0,5 précédent 1%. Forte différence, non? Alors en fait, ça dépend les consensus. Nous, c'est un consensus de Reuters. Je vois que vous m'avez envoyé un lien d'investing. Je ne sais pas quels sont quel est leur calendrier économique. Voilà, donc difficile de vous dire lequel est le bon, lequel est mauvais. En tout cas, nous, c'est celui de Reuters. Donc, ce que je vous inviterai à faire, oui, c'est quand il y a une différence comme celui-là, eh bien, c'est un petit peu de trancher entre les deux. Voilà. Parce qu'il y a des estimations. Alors, qu'est-ce que c'est le consensus? Consensus, c'est un regroupement d'opinions d'analystes. Alors, c'est pas les analystes des fixes, hein. Des analyses interrogées par Reuters. Donc, on a ensuite un calendrier, par exemple, de Bloomberg. Et Bloomberg va interroger un certain nombre d'analystes. Et ensuite, va faire un consensus, donc une moyenne. Voilà, donc, les consensus peuvent, oui, varier de calendrier en calendrier. Mais ceux de Reuters, donc, on m'avait dit, commande de biens durables, corps, donc qui sont hors transport, hein, les corps, 0,5%, 1%. Donc finalement c'est les mêmes. Hein. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai développé autant, mais c'est le même. Hein. Donc prévision 0,5, précédent 1%. Donc votre question, la forte différence. Alors pourquoi cette différence entre 0,5 et 1%? Écoutez, ça c'est compliqué à vous dire. Hein. Commande de biens durables hors transport. Bien déjà on a un PMI manufacturier flash de lundi qui a été publié donc en baisse par rapport à la précédente publication. Bon, certes au-dessus du consensus, mais en baisse par rapport à la précédente publication. Je n'ai pas la tendance en tête des PMI manufacturiers, mais il me semble qu'ils ne progressent plus, ces PMI manufacturiers aux US depuis maintenant quelques mois. Et d'un point de vue global, au premier trimestre, point de vue mondial, soit en zone euro ou aux États-Unis, on a une situation macroéconomique qui
n'a pas été meilleur que lors du quatrième trimestre 2017. La situation macroéconomique, je ne dirais pas qu'elle s'est dégradée, mais elle n'a pas progressé. Voilà, on a eu une petite consolidation, donc un petit repli, vous voyez, une petite baisse de tout ce qui est croissance, production, qu'elle soit en zone euro ou aux États-Unis. Donc les commandes de biens durables peuvent expliquer, enfin cette différence peut expliquer, comment dire, le ralentissement des économies européennes et américaines ce dernier trimestre. Et donc voilà pour cette différence. Après c'est compliqué de juger la différence, on dirait que voilà, le consensus, on peut ne pas être d'accord. Donc voilà. Voilà, écoutez, moi j'ai fait le tour de ce point de marché. J'espère que ça aurait été clair. Je vous remercie pour votre attention. C'était mon dernier point de marché de la semaine. C'était mon dernier point de marché de la semaine. Donc je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et je vous dis, eh bien, je vous donne rendez-vous avec Yoav Nizar tout à l'heure et pour ces prochains points de marché qui auront lieu demain. Voilà, donc excellente journée à vous, excellent week-end et on se retrouve donc lundi matin pour le prochain point de marché.